Marais, en Haute-Garonne. Et on va intervenir aujourd'hui avec Emmanuel, qui est travailleur social sur une microstructure un mariage. Voilà. Donc déjà nous, en première intention, on va vous parler avec Julie. Comment nous, on inclut les patients chez nous. C'est peut-être différent dans d'autres microstructures. Voilà. Donc il y a une grande variété de patients, ça je pense que c'est le cas dans toutes les microstructures. Donc autant de femmes que d'hommes qui ont une problématique d'addiction. Donc nous, c'est vraiment en premier lieu l'addiction. Et effectivement, il y a souvent une problématique de santé mentale associée. Donc au niveau des addictions, c'est assez varié. On a de l'alcool, on peut avoir la cocaïne, les opiacés, les jeux d'argent ou autres. Il n'y a aucune notion d'âge. Donc à partir de 18 ans jusqu'à même des personnes au-delà de 70 ans, surtout de plus en plus, puisque on arrive à inclure, je ne sais pas si tu le remarques, mais un peu plus qu'avant, les gens au-delà de 60 ans. Donc j'ai dirigé 2 thèses sur les microstructures hospitalières et ce qu'on retrouvait dans la thèse de Maud Paquin, et donc je remercie ceux qui ont diffusé son questionnaire, puisqu'elle avait participé à certains webinaires pour présenter son sujet de thèse, et elle avait diffusé des questionnaires auprès des patients. On avait analysé la donnée Maya pour l'Occitanie, on avait aussi pu passer des questionnaires aux patients pour connaître un peu leur parcours de soins. Et ce qu'on avait vu, c'est que finalement, il y en avait très peu qui avaient été suivis antérieurement de sa part, c'était 12,8%. Donc la plupart, en fait, n'avaient pas eu de contact de soins avec la filière addictologie. Et donc vraiment, la microstructure médicale addiction, c'était le premier soin d'addictologie après la discussion avec leur médecin traitant ou un autre professionnel de santé. Donc c'était souvent leur médecin traitant d'ailleurs qui était adressé. On voit justement que voilà, cette microstructure, elle s'intègre complètement dans les soins primaires et qu'elle est une première réponse différente du soin de second recours et de troisième recours encore plus. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a de plus en plus de personnes plus âgées aussi, qui du coup nous parlent un peu plus de leur problème d'addiction et que c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir accès à ce soin-là plutôt que d'aller sur Toulouse dans d'autres grandes villes, d'avoir accès au SAPA. On trouve également cette part des femmes, en effet, dont on a déjà discuté tout à l'heure, qui est importante et des femmes, on en discutait encore hier soir sur une formation tabaco à la CPDS avec des sages-femmes qui accèderaient pas forcément, qui ne vont pas forcément consulter un tabac et qui là peuvent accéder à un soin pluripro dans un lieu qui leur est un lieu de confiance pour elles. Donc nous, au sein de la microstructure, l'inclusion se fait par le médecin généraliste, donc soit nos patients à nous, que l'on reçoit avec Julie, ou les patients de nos associés, mais ça peut être aussi d'autres médecins généralistes qui ont connaissance de la microstructure des villages aux alentours qui vont vous adresser le patient, et ensuite nous, on peut l'inclure dans la microstructure addiction. Et c'est, alors, nous, au niveau du travail social, Julie a ouvert un agenda sur Doctolib, un agenda en ligne qui est accessible que par nous. Le patient on a fait le choix, en tout cas, le patient ne prend pas rendez-vous lui-même, c'est nous qui prenons rendez-vous pour lui sur les créneaux dédiés. Donc nous, c'est un mardi tous les 15 jours. Au départ, c'était que l'après-midi, et puis au vu de la demande qui a augmenté, maintenant c'est toute la journée le mardi. Et pour la psychologue, c'est le mercredi toute la matinée, par contre c'est toutes les semaines. Et là, c'est par le biais de son téléphone professionnel que ça se passe. Donc on lui envoie les coordonnées du patient, et c'est elle qui rappelle le patient et qui cale les rendez-vous le mercredi matin. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va inclure un patient dans la microstructure, ou en tout cas qu'on va proposer au patient de faire partie de la microstructure. Donc déjà, c'est la complexité de la situation dans laquelle on ne se sent pas, nous, de pouvoir gérer plusieurs aspects du souhait du patient. Donc notamment quand il y a une problématique effectivement sociale, on en a parlé avec la précarité, mais aussi quand il y a une problématique de santé mentale, et c'est souvent lié. Donc les comorbidités psychiatriques, on y revient aussi. Notamment, on l'a dit, puisque l'accès aux soins psychiatriques est de plus en plus compliqué, donc on a effectivement des patients qui n'ont aucun suivi et qui ont très peu de soins de ce côté-là. Donc les difficultés sociales également. Et alors là,
On le voit aussi, donc tu l'avais mis dans la première planche, avec les difficultés au niveau familial, notamment des personnes qui vont être isolées avec des jeunes enfants, ou au contraire des personnes âgées qui peuvent aussi se retrouver seules, et c'est un moyen d'avoir accès à un suivi beaucoup plus large qu'avec seulement le médecin généraliste ou d'autres spécialistes qui pourraient intervenir dans le suivi. Et bon, le déliage psychosocial qui est nécessaire avec la sévérité, oui, mais il n'y a pas forcément cette notion de sévérité, n'est pas forcément essentielle pour inclure le patient en addicto. Et on parlera après effectivement de la partie motivation du patient, qui est vraiment autre chose. Là, moi, je parle vraiment juste de façon pragmatique, comment nous on peut proposer, mais c'est pas juste ça. Alors, à quel moment on va proposer un peu cette inclusion microstructure? Ça peut être, après avoir fait le bilan de la situation, quand on connaît déjà le patient et qu'on a déjà fait un peu un bilan sur un étayage psychosocial un peu classique, un peu habituel. Mais il y a aussi des patients, finalement, qu'on va laisser au travailleur social, à la psychologue, parce que finalement, on a vu la problématique, mais on ne sait pas trop comment les attraper, comment avancer dans le changement de comportement, on est un peu en difficulté. Ou des patients pour lesquels on a besoin finalement de ne pas être, d'avoir un dialogue en dehors de notre rôle de prescripteur qui modifie un peu les choses. On se rend compte maintenant de la tête d'un interlocuteur qui n'a pas ce rôle de prescripteur pour un dialogue plus libre. Et donc là finalement, c'est vraiment un changement d'interlocuteur qui va aussi permettre de pouvoir, nous, après, travailler différemment avec le patient et puis des fois avoir un autre regard sur une situation, un regard complémentaire. Et c'est tout l'intérêt, bien sûr, des RCP de pouvoir avoir ces regards transversaux sur la situation, sur les lieux, sur les situations sur lesquelles on a l'impression de ne pas avoir une vision globale de ce qui se passe. Et finalement, quelles limites un peu on a à l'inclusion, cette orientation? Finalement, les pathologies duelles, on en a beaucoup parlé, hein. On a en effet créé des filières addictologiques, des filières psychiatriques, ce que je disais à Anaïs aussi, dès que notre patient a une pathologie psychiatrique, dès qu'il est excité addicto, pour l'orienter vers un psychiatre en libéral ou en hospitalier, de suite vers le DSPP. On a le champ de leur disposition partagée en psychiatrie, en Haute-Garonne, sur le Toulouse. Dès qu'il y a une thématique addicto annoncée, c'est beaucoup plus difficile d'orienter le patient. Donc on est toujours dans une dichotomie là, dans les soins de second et de troisième recours qui est difficile pour nos patients. Les limites de l'ambivalence du patient, et ça, Emmanuel va revenir dessus. Et puis, voilà, une limite aussi des patients qui ne sont pas en capacité de tenir le rendez-vous. On essaie de les rappeler au maximum et de mettre en place des choses comme ça. C'est quelque chose d'assez classique mais qui peut être une limite pour le médecin généraliste. Donc voilà, finalement, est-ce que la microstructure aussi, ça peut être aussi une structure en effet de bas seuil où on va avoir des patients qui n'ont pas forcément venir au rendez-vous, on va faire vraiment de la réduction des risques, et est-ce qu'on aura le temps nécessaire en tant qu'intervention des travailleurs sociaux et des psychologues pour pouvoir assurer une offre de bas seuil aussi? Je crois que c'est vraiment le rôle des soins primaires d'aller vers les patients et d'accueillir tous les patients, et donc ça peut être vraiment très bien que dans la pérennisation, on ait la possibilité en termes de moyens humains d'assurer ce rôle-là. Et puis en effet, on partage la vision d'une microstructure médicale globale, addicto, santé mentale, précarité, globale, intégrative. En tout cas, ça serait vraiment quelque chose d'innovant, puisqu'on voit qu'ailleurs, c'est toujours en filière, en silo. Et donc si on arrive en train de avoir quelque chose d'intégratif, ça serait vraiment le reflet du travail du médecin généraliste du soin primaire, et donc ça serait tout à fait cohérent, et on voit que le succès des microstructures, donc on voit que ça plaît dans cette cadre-là. Voilà pour ce qu'on voulait. Je passe la parole. Il y avait juste un petit détail qui m'avait intrigué. Vous avez au début parlé d'un patient sur une problématique d'addiction au jeu. Comment ça s'est en fait parlé au départ? Parce que c'est pas forcément ce type d'addiction qui a le plus d'impact à un moment donné sur la santé. Dans le cadre d'une consultation symptomatique. Alors, c'est un petit biais parce que moi je suis médecin généraliste et je suis aussi addictologue, donc j'ai aussi des patients qui viennent me voir spécialement pour ça. Et en effet, c'est peut-être pas une consultation de médecine générale classique, mais c'est un patient qui est venu consulter pour ça. Donc, ça varie un peu plus ses profils qu'une consultation classique. Oui, alors je suis d'accord, mais ceci dit, ça peut aussi nous arriver en tant que médecin généraliste, même si on ne fait pas de la diétologie, parce qu'en fait, le patient il va avoir une plainte. Donc, du coup, probablement des répercussions sur sa vie professionnelle et sa vie familiale, et nous, on est amené à faire des arrêts de travail.
travail, des choses comme ça. Donc on va... Parce que l'addiction sociale, c'est aussi la conséquence sur la vie du patient. Et je pense que c'est en ce sens-là, donc là on a parlé du jeu, mais il y a plein d'autres addictions qu'on n'a pas citées. Et c'est surtout la conséquence après sur la vie du patient que nous on peut repérer, et ça nous amène à en parler aussi avec le patient. Oui, en fait, ça apparaît comme demande, effectivement, de suivi dans le cadre d'autres microstructures, non ailleurs au niveau national, de façon pour l'instant relativement minoritaire, mais ça apparaît. Et ça apparaît notamment via le travail des travailleurs sociaux aussi. Monsieur Randetran, il est au jeu. Voilà, ça apparaît comme ça. La demande de soins, elle s'origine souvent dans. Oui, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais oui. Ça dépend, on a un associé qui fait beaucoup de santé sexuelle aussi, qui est assez identifié pour la PrEP et tout, et donc on a des patients qui il aborde facilement, il repère facilement les addictions sexuelles, et donc voilà, il y a ce motif-là aussi qui va arriver de fait son activité de spécialité aussi, directement. Oui, bonjour, Gilles Basti, d'une autre petite microstructure dans laquelle je m'occupe des gens qui sont en retour dans la vie normale, donc du sans-abri, avec une consommation d'alcool et d'autres produits assez importante, qui ne sont pas des patients qui vont venir le plus facilement en consultation, mais qui si on ne s'en occupe pas, ils ne suivent pas beaucoup non plus le CMP, ils ne suivent pas beaucoup non plus les consultations de prévention, voire pas du tout. Ils n'ont pas forcément leur carte vitale. Et on est quand même obligé de les accueillir, mais je me rends compte que si je les adresse aujourd'hui, la patientèle que j'ai à la psychologue et au travailleur social, j'embolise complètement le système. Et je n'ai pas où les adresser. Et je manque de temps de psychologue. Là, vous parlez d'un temps de psychologue d'une demi-journée. Pour moi, c'est largement insuffisant. Mais vraiment largement insuffisant. 42 patients à suivre. Combien de fois dans l'année avec 4 heures par semaine en enlevant les vacances? Ça fait combien par patient? Ça fait combien de temps qu'on va pouvoir s'occuper réellement des personnes qui sont en fragilité, qui sont vulnérables? Si jamais je les mets dedans, je prends tout le temps d'une seule personne, des 4 heures. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la microstructure va pouvoir répondre à cela? Alors j'en ai rentré 2. C'est tout. Les autres, je ne peux pas les rentrer. Non mais je suis tout à fait d'accord avec votre constat. Bien sûr qu'on a des besoins qui sont bien supérieurs à ce qu'on a. Après, avant, on avait donc toujours une étape de plus. Et l'idée, en effet, si on a plus, bien sûr qu'on sera preneur et qu'on trouvera des patients et qu'on a besoin de temps de psychologue pour nos patients. C'est un des points qu'au niveau CNRS, on va aborder dans le cadre de la pérennisation. Sachant que dans les réseaux qui existaient préalablement à l'expérimentation, on a doublé le temps de présence des psychologues et des travailleurs sociaux quand il y avait 50, 60, 70 patients suivis dans la microstructure. C'est évident qu'avec 3 heures, ça n'est plus suffisant à un moment donné. Donc il va falloir qu'on voit aussi jusqu'où on va pouvoir aller. Est-ce qu'il va y avoir un nombre maximal de patients inclus dans une microstructure ou pas? Et est-ce qu'on a les moyens de mettre en face psychologues et travailleurs sociaux à la hauteur de la demande? C'est un élément crucial dans le cadre de la pérennisation. Vous avez raison, 3 heures, effectivement, c'est pas suffisant dans des situations complexes comme celle que vous évoquez. Et en effet, nous, on a aussi une situation qui nous paraissait plus complexe et pas tous les patients qu'on suit, parce que pas tous les patients qui se rendent demande, parce que sinon, en effet, on sait que les pauvres, quand ils voient l'agenda, quand vous aurez un livre avec l'agenda, les blindés. Hervé Lafont, donc éducateur spécialisé, donc je travaille sur les microstructures de Pain-Juste-Arrêt et de Naïou. Et ce que je vois dire quand même, c'est que globalement aussi, il y a eu une montée sensible véritablement des médecins généralistes sur ces questions-là, depuis qu'on a monté les microstructures, elles ont démarré. Et du coup, après, ils pourraient le dire mieux que moi, mais il me semble quand même que cette question-là des addictions, en tout cas, est plus présente,
du coup, il y a des évaluations qui se font beaucoup plus rapidement, on va dire en quelque sorte, et du coup des orientations sur la microstructure. Et que, moi, à mon avis, c'est une étape supplémentaire aussi qu'il va falloir travailler, c'est à quel moment on oriente, qu'est-ce qui fait l'orientation, et du coup, de quelle manière on peut être utilisé, on va dire, en tant que travailleur social ou psychologue par rapport à la multiplicité des situations effectivement sur lesquelles on pourrait intervenir, puisqu'on a parlé de tous les âges, de toutes les addictions. Donc, globalement, on va parler de tous les patients, et effectivement, on ne peut pas recevoir tous les patients. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait l'orientation et quelle est vraiment la spécificité, on va dire, de ce travail, justement, que peut être le travail social et le psychologue dans le cadre de l'accompagnement des patients. Bonjour, je suis Bénédicte Delmas, je suis médecin au CAMU et je porte 2 microstructures avec donc, mes collègues assistants sociaux et psychologues, les 2 microstructures des PO. Et juste j'ai une question parce que déjà ça n'a pas été abordé trop ce matin, on a parlé beaucoup de coordination, mais normalement dans le cahier des charges il y a une animation médicale qui est prévue par le médecin qui émane de la structure médico-sociale Addicto. Et je voulais savoir si, comme vous étiez vous-même Addicto comme médecin généraliste, et je sais que le docteur Condé qui va intervenir avec moi tout à l'heure sur la table ronde est aussi en tant que médecin généraliste, est-ce que c'est vous-même qui faisiez, entre guillemets, la propre animation de votre microstructure au titre que vous êtes compétente, ou s'il y avait un extérieur qui venait autour de ça? Merci. Alors, il n'y a pas d'extérieur qui vient. Après, je trouve que le médecin ARPAD, je la connais bien. Donc, en tout cas, on pose des questions quand on a besoin, parce que si je suis compétente, je suis pas omnisciente. Et son travail en APAD lui confère d'autres compétences aussi que les miennes. Donc, on peut être amené à se référer à elle quand on est en difficulté sur certaines situations, ou pour des initiations de méthadone, par exemple, travailler avec elle et l'envoyer plus rapidement les patients. Donc, il y a un lien. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu de besoin encore qu'elle vienne. Je pense que je fais de l'animation un peu au niveau local, on est de toute façon très en lien au niveau médical, tous les 5 médecins qui sont dans la RSP, qui sont on est tous les 5 dans la microstructure aussi, donc on échange beaucoup lors de l'université aussi régulièrement et sur les spécificités de la microstructure. Voilà. Et vous initiez le subtexte facilement avec le plus? Oui. Pas comment, alors pour le coup, je dois dire que Anaïs, Sébastien, même les internes, voilà, je crois que ce qui est intéressant dans la microstructure, c'est qu'il y a un transfert de compétences qui se fait aussi. Moi, je suis maître de stage, donc c'est vrai que l'université, donc c'est vrai que Anaïs, Sébastien sont passés avec moi, on a des associés qui sont passés avec nous en tant que maître, en tant qu'interne, et donc ils sont assez à l'aise, les internes sont assez à l'aise avec ça. Oui, c'est vrai que notre interne, toujours, d'accord, si tu as fait ça, très bien, ça serait bien, elle a tout bien fait. Donc, je crois qu'il y a un transfert de compétences qui se fait. Parce que ça ne pas sur la diapo. Ouais, après ça va, il n'y a rien du tout pour les tests. Si on a marqué classé, si on a marqué classé, on n'est pas parlé que de ça, mais oui, donc on a pas mal de patients, mais je pense que c'est pas forcément les patients majoritaires qu'on a dans la microstructure. On y en a, mais c'est surtout à l'école, en majorité qu'on a vu, dans les cours très variés, c'est la seule majorité qu'on a vu. Les populations sous TSO qui sont aussi stables et qu'on n'a pas forcément besoin de mesures dans la microstructure, qui n'ont pas forcément besoin d'un TH social plus important, à part sur certains moments de difficulté où là. Mais moi, il me semble qu'on a quand même un travail à faire à ce niveau-là, au niveau des microstructures, parce que certains médecins existent encore, et hésitent encore à prescrire après, bon, avec toutes les difficultés qu'il y a aussi dans la méthadone qui ne peut pas être prescrite en première intention encore. Mais quand le travail est fait, quand les médecins se sentent réactualiser les connaissances sur les modalités de prescription assez régulièrement en réseau webinaire ou autre. Mais je sais que dans les réseaux qui existent depuis un moment, depuis 20 ans maintenant, on a inversé le ratio de prescription Subutex-méthadone. Les médecins prescrivent plus de méthadone parce que c'est un produit qui correspond à un médicament, un traitement qui correspond mieux aux patients que de Subutex. On était sur un ratio 2 tiers Subutex, 1 tiers méta, on a inversé ce ratio-là. Parce que la microstructure est là et parce que les médecins se sentent aussi confortés, rassurés dans ce qu'ils vont mettre en place, parce que c'est décidé à prendre. Mais je pense qu'on passe peut-être encore trop à côté il va falloir investiguer ces questions-là de consommation d'eau classée, parce qu'on a des traitements là-dessus. Je vois des glissements de plus en plus importants
de la méthadone ou du Subutex vers des opiacés dérivés, oxycodone, skénan, antiskénan, etc. Où les gens disent ah mais ça marche beaucoup mieux que la méthadone. Et une fois qu'on a commencé à prescrire ceci ou du tramadol de temps en temps, on est encore plus embêté. Les patients, oui. Les patients qui viennent, j'en ai eu un avant-hier, je suis addictologue, donc c'est un souci, j'en vois régulièrement. Mais j'en ai eu un avant-hier, il me dit non, je veux arrêter la méthadone et j'aimerais que vous marquiez le skénan parce que mon copain m'a donné le skénan et ça marche beaucoup mieux et même je consomme moins d'alcool. Donc, si vous voyez ces déviations, et bien entendu, en tant que médecin généraliste, on n'est pas tout à fait prêt à entendre cela. Et on n'a pas forcément la solution non plus, que tu sois addictologue, quel que soit ton niveau. On apprend, on découvre. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, cette découverte permanente, cet accompagnement. Probablement même dans les microstructures, pas simplement dans les XAPA. Il faut qu'on descende parce que ces gens-là, ils n'iront jamais dans les XAPA. Oui, après, en effet, on peut tout à fait dans une démarche de réduction des risques et il faut des patients et voir ce qu'il en est. Et après, ça, c'est des pratiques qui passent. Les demandes des patients peuvent toujours exister. Dans 5 ans, je ne sais pas si on a plus actuellement qu'avant. En tout cas, évidemment, les agicotiques causent plus de soucis qu'avant. Mais après, il y a toujours des prescriptions d'autres médicaments dans le cas de la substitution sans qu'il y ait l'AML. Et dans une démarche de réduction des risques, ça s'entend.